Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tribune spéciale consacrée essentiellement à l'enseignement technique et professionnel en République du Congo. Comme on le sait tous, l'éducation est l'un des piliers fondamentaux pour le développement du pays, et l'enseignement technique et professionnel est une branche très importante. Pour faire le décryptage dans ce département, dans cette tribune spéciale, nous recevrons Monsieur Ghislain Thierry Meguessa Ebomé. Il est ministre de l'enseignement technique et professionnel. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Arsène Séverin. Et ensemble, je suis avec mon estimé confrère Brony Fortuna Angolali. Et avec lui, donc, nous allons mener cette interview. Bonsoir. Bonsoir Arsène Séverin. Bonsoir. Monsieur le ministre, avant tout, je rappelle, vous êtes professeur de philosophie et vous êtes enseignant à l'université Marien-Ngouabi. Là-bas, vous avez mis en place une société de philosophie, Sophia. À quoi ça sert cet instrument? Merci beaucoup Arsène Séverin. Merci de cette entrée qui nous installe dans notre profession, celle qui est préalable à nos fonctions de ministre. Oui, je suis enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi, gradué il y a une année par le CAMES au grade de maître de conférence, donc à peu près un professeur de classe B. Et depuis une année aussi, ou autour, j'ai été élu par la communauté philosophique congolaise, président de la Société congolaise de philosophie, succédant ainsi au doyen Camille Bongo, qui nous a laissés il y a quelques années. La Société congolaise de philosophie, qui est l'une des plus vieilles sociétés savantes du Congo, parce que il a plus de 30 ans d'existence, elle a plus de 30 ans d'existence aujourd'hui, est un espace de recherche philosophique où se retrouvent tous les enseignants, chercheurs de philosophie, tous les enseignants de philosophie des lycées et toutes les personnes qui aiment, on va dire comme ça, le questionnement philosophique. Pour dire au bout de tout, oui, monsieur le que ministre, tout est insignifiant. Monsieur le ministre, oui, mais à quoi ça sert tout ça là dans une société où il n'y a que de théorie, dans une société où on sait qu'on meurt de faim, les gens sont à la recherche des modèles et tout. La philosophie, c'est... Bon, c'est ce questionnement et cette approche de la relation entre le philosophe et la société est une approche qui se développe dans certains pays, dans certaines consciences, mais qui est une approche suicidaire pour la communauté humaine. Pour dire, toutes les révolutions industrielles que le monde a connues, ou toutes les révolutions techniques et technologiques que le monde a connues, se sont accompagnées du développement du questionnement philosophique. Aujourd'hui, se développe ailleurs la philosophie du Ubuntu, mais chez nous, au Congo, c'est le Bomoto, ce qui porte à la fois sur la question de la dignité dans une société de perversion technologique. Nous avons tout intérêt à poser la question, qu'est-ce que l'homme? Bonjour, monsieur le ministre. C'est vrai, si le questionnement aujourd'hui, comme vous le dites, demeure la source même ou la cause des révolutions, comme vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, le développement se fait sans philosophie, c'est ce qu'on constate, puisque la philosophie s'arrête au niveau du questionnement. J'ai envie de savoir aujourd'hui quel est réellement le rôle que peut jouer la Sophia dans un monde où la technologie est en train de tout contrôler. Merci beaucoup. Certains humains qui ne se donnent pas le devoir de lire
le travail du philosophe dans sa profondeur, disent que la philosophie ne sert à rien. Mais je vais vous dire une chose. Pour montrer que la philosophie est une science de la pratique, la démocratie est une invention de philosophes. Et aujourd'hui, dans toutes les sociétés, nous appelons à un peu plus de démocratie. Mais la construction des systèmes politiques est une construction philosophique. Aujourd'hui, pour venir à votre question, Fortuna, avec le développement de l'intelligence artificielle, mais nous nous posons tous la question aujourd'hui. Et nous constatons tous que le développement de l'intelligence artificielle ouvre beaucoup plus sur l'homme perverti que sur l'homme moral, l'homme éthicien ou l'homme éthique. C'est par ce bout que le philosophe récupère la question ou la problématique de l'intelligence artificielle pour montrer, malgré que cela participe au développement des sociétés, pour montrer comment elle, l'intelligence artificielle, déstructure les sociétés. Elle met fin à la société réelle et elle casse même le sentiment. Le jour où on constatera que l'émotion n'existe plus, que le sentiment est mort, que l'amour n'existe plus, nous reviendrons aux philosophes. Et plus puissant qu'aujourd'hui, le philosophe reprendra son rôle d'éclaireur de la société. Professeur Maguessa Ebolo, on voit bien que vous êtes là dans votre élément initial, mais on va revenir au ministre de l'Enseignement technique et professionnel, justement, pour parler du travail qui s'est fait dans votre département. Déjà, on a constaté depuis que vous êtes là, un certain nombre de structures, un certain nombre d'ouvrages ont été construits, peut-être améliorés aussi. Est-ce que vous le faites parce qu'il y a des besoins ou bien vous le faites simplement parce que vous avez un peu d'argent, hein? C'est un peu la logique dans le pays. Quand on a un peu d'argent, on construit et puis on attend l'avenir. On a vu avec les stades, on a vu avec des aéroports et tout. Mais est-ce que vous le faites parce qu'il y a réellement les besoins d'amener les écoles techniques sur l'ensemble du pays? Merci beaucoup pour cette question. Mais il faut revenir à ce que les Congolais ont consacré il y a autour de 4 ans aujourd'hui. C'est le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À partir de cet engagement du Président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement nous a prescrit de réformer le système qui existait jusqu'à notre nomination de l'enseignement technique et professionnel. Cette réforme implique autant la réforme administrative, la réforme des infrastructures, la réforme, on va dire, du système d'enseignement ou la réforme pédagogique, pour ne citer que ces 3 types de réformes. Et c'est dans la réforme ou dans la mise en œuvre de la réforme des infrastructures qu'il est arrivé que le gouvernement construise ou mette à disposition des apprenants certains des établissements construits pour améliorer l'offre de l'enseignement technique et professionnel, pour retrouver le questionnement de tout à l'heure sur le développement technologique. Parce qu'aujourd'hui, il y a lieu de considérer l'enseignement technique et professionnel, non plus comme il y a une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'années, comme étant l'enseignement des rebuts, oui, de ceux qui n'avaient pas la capacité à faire un certain nombre d'études. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un secteur d'enseignement lié directement
à ce que, à partir du développement technologique, nous appelons le développement. Monsieur le ministre, je souhaiterais qu'on touche réellement ce qui est pragmatique dans chaque département. Nous avons constaté, toujours dans ce fameux projet du président de la République, des projets qui ont été réalisés au Congo, mais aujourd'hui qui ne servent à rien. On peut prendre le cas des stades et même quelques palais. Est-ce que, par exemple, dans la Songa, j'ai envie de comprendre la Songa dans la cuvette, est-ce que vous répondez réellement à un besoin? Ou juste parce que tout était dans le projet, il fallait à tout prix le réaliser. Donc vous avez construit l'école de mine de Soinké. Voilà, de Soinké. Vous avez lancé les travaux d'un autre centre dans la cuvette. Il y en a un peu partout. Est-ce que ça répond réellement, ça répond à quel besoin, par exemple, dans la Songa? Bon, mais je vais être, comme vous dites, et comme vous souhaitez, pratique. À Gamboma, nous avions, à l'époque, un collège d'enseignement technique qui formait dans les métiers de l'industrie, donc la mécanique, la maçonnerie et autres, jusqu'au niveau brevet. Et ces enfants, après le brevet, n'avaient pas une offre à porter. Un enfant qui a fait le génie civil, donc la maçonnerie et autres, une fois admis au brevet, était obligé d'aller au lycée d'enseignement général de Djambala et de Gamboma pour faire la série A ou la D, ce qui était une désorientation. Et comme la plupart n'avaient pas de parents à Djambala où il y a un lycée technique industriel, à Oyo, où il y a un lycée technique industriel, ou à Ouando, ou peut-être venir vers Brazzaville. Il y en a même qui allait au lycée agricole de Ngoni. Voilà un enfant qui a fait la maçonnerie, qui va dans un lycée agricole. Nous avons constaté que cette faiblesse désorientait les enfants, soit ils devenaient conducteurs de moto à Gamboma et tout. Nous avons ouvert sur le site du collège d'enseignement technique de Djambala et de Gamboma, un lycée d'enseignement technique et professionnel, en rénovant certains bâtiments abandonnés pour ouvrir graduellement les classes de seconde, de première et de terminale. Cette année, à Gamboma, on va tenir le premier bac technique, la même chose à Bunji, comme aussi à Madingu. Nous avons constaté que tout le département de la Bouenza, qui avait autour de 5 établissements de l'enseignement technique et professionnel, n'avait aucun lycée, sauf l'Institut de l'Oudjima, dont l'entrée est conditionnée par un concours. Et le concours est ouvert à tous les enfants de la République. Dans la Bouenza, nous n'avions pas de lycée. Mais parce que vous voulez être pratique, nous avons hérité de la municipalisation accélérée, parce qu'il y a ceux qui pensent qu'elle n'a pas été une bonne chose, mais nous avons hérité de la municipalisation accélérée des bâtiments qui ont servi de base vie au moment de la municipalisation et qui ont été affectés à l'enseignement technique et professionnel, que nous avons transformé en lycée technique. Et je peux vous rassurer. Vous l'avez équipé aussi, monsieur le ministre. Le lycée est équipé. Le lycée est équipé. Il est mieux que certains autres lycées de la République. Mais il y a, à côté de ces constructions et de ces nouveaux établissements, je ne cite pas tous les établissements nouveaux, mais il y a des établissements que nous voudrons dire emblématiques. C'est le cas de l'Institut Polytechnique de Kintélé, qui est un don du président de la République individuellement à la jeunesse congolaise. Parce que c'est certains opérateurs qui, demandant au président de la République
quel don il voudrait recevoir d'eux, le président a dit, il me faut former une jeunesse dont les technologies du bâtiment et construisez donc une école de bâtiment à Kintele, ce qui a été fait. Et dès ma prise de fonction, j'ai été, à la fois par le Premier ministre et par le Président de la République, appelé à mettre en fonction cet établissement. Il est ouvert depuis bientôt 2 ans. Cette année, l'Institut Polytechnique de Kintele présentera ses premiers candidats au diplôme de BTS. Il y a la même chose pour l'Institut Polytechnique d'Oyo, qui est graduellement en train de s'ouvrir à partir de cette année, en tenant compte de la capacité à équiper son plateau technique. Et puis, il y a le CFA ou l'école des métiers de mine de Soanké et l'école des métiers de bois de Mossédio. Quand je dis mine et bois, vous comprenez que nous sommes là dans les domaines porteurs du développement national. Parce que nous sommes le Congo, un pays minier et un pays forestier. Il y a longtemps, on a formé dans les métiers des forêts, ça veut dire l'exploitation forestière et tout ce qu'elle induit, mais aujourd'hui, nous affinons cette formation en offrant à la jeunesse congolaise une formation dans la transformation du bois. Puisque aussi, il faut retenir que la politique gouvernementale est celle de faire de telle sorte que tout le bois qu'il y a au Congo soit transformé sur place. Mais il y a après la transformation du bois, le travail sur le bois pour fabriquer les différents ou les autres dérivés du bois. La même chose aujourd'hui sur les métiers de mine. Vous constatez que, et vous avez vu certainement à travers nos différents médias, que dans certains de nos villages, l'exploitation minière est l'exclusivité des citoyens étrangers. Mais peut-être parce que nos jeunes manquent de formation dans ces domaines. Et vous constatez, pour répondre à votre question, que tel que dit et tel que fait, nous répondons à la demande de la jeunesse congolaise particulièrement et généralement pour dire à la demande du peuple congolais dans le domaine de l'enseignement technique. Est-ce que, monsieur le ministre, tout ça, ça respecte votre cadre scolaire? Ou bien on vous remet les établissements, après vous avez de la difficulté pour trouver les enseignants et trouver les équipements. Est-ce que ça répond à votre cadre scolaire? Tout répond à la carte scolaire. Alors, parlons de la qualité de l'enseignement dans ces établissements. Les enseignants qui travaillent dans ces établissements, comment sont-ils recrutés? Est-ce que c'est des personnes formées ou bien c'est... Est-ce que c'est des nouveaux métiers, hein? Vous parlez des mines, du bois. Est-ce qu'on a aujourd'hui des spécialistes formés? Voilà. Est-ce qu'on a des enseignants aujourd'hui capables de dispenser ou de transmettre du vrai savoir dans ces domaines? Merci beaucoup. Pour parler des mines, c'est une des premières écoles. Nous avons, parce que c'est un projet que le gouvernement congolais a réalisé avec l'appui de la BAD. Et dans le cahier de charge de mise en œuvre de ce projet, il a été question aussi de travailler sur la composante recrutement et formation des enseignants. Le travail qui a été fait et aujourd'hui, nous pouvons rassurer que les enseignants ont été recrutés, ils ont été formés. Ici, sur place au Congo? Sur place au Congo, avec des formateurs congolais et étrangers. Ils sont prêts, dès l'ouverture prochaine de l'école des métiers de mine de Soanké, ils sont prêts à aller donner aux jeunes Congolais qui seront retenus à subir les formations dans cette école. Ils sont prêts à être formés et bien formés.
Monsieur le ministre, on vous connaît rigoureux dans votre démarche et dans vos pratiques, mais ces recrutements, est-ce que c'est juste des jeunes que vous avez pris dans le quartier, ou est-ce qu'il y a un certain niveau, parce que on reproche souvent aux jeunes qui viennent à l'enseignement de ne pas être formés, sortis d'une école de formation, mais c'est plutôt ceux qui on fait même décrochage dans les établissements. Il a peut-être un bac ou peut-être un niveau terminal, mais c'est lui qui forme ceux qui préparent le bac. Est-ce que là, vous avez été exigeant quand même? Bon, on ne va pas tromper les Congolais. On ne va pas aller par le dos de la cuillère. Il faut être précis et vrai vis-à-vis des Congolais. Depuis quelques années, je dirais depuis 1998, le Congo avait cessé de former les enseignants du secteur enseignement technique et professionnel avec la fermeture de l'école normale des enseignants de l'ENSET, l'ancienne ENSET. Et depuis 1998, jusqu'à récemment, il nous était difficile de former et de recruter les enseignants au niveau du sous-secteur enseignement technique et professionnel formés, tout au moins dans les domaines techniques. Le gouvernement, depuis cette période, a fait recours aux diplômés qui se transformaient sur le terrain en enseignants avec, il est vrai, à un rythme soutenu ou moins soutenu, des formations sur les prérequis pédagogiques. Monsieur le ministre, loin de douter des compétences de ces enseignants ou même des formateurs, vous l'avez dit, pendant plusieurs années, le Congo la formation des enseignants était mise entre parenthèses. Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'ils dispensent aujourd'hui est adapté aujourd'hui à l'évolution du monde? Parce qu'il y a 20 ans après ou plusieurs années après, les choses évoluent dans tous les secteurs. Est-ce que vous êtes sûr de la qualité? Est-ce que le Congo dispense aujourd'hui, transmet le savoir qui est aujourd'hui adapté au marché international, au marché africain, dans le domaine de mine, comme on l'a dit, ou du bois? Merci beaucoup. Il faut retenir ce que j'ai dit ici d'entrée de jeu. On va dire comme ça, la feuille de route qui nous a été prescrite est portée par le devoir de réforme de l'enseignement technique et professionnel. C'est ce sur quoi nous travaillons depuis 4 ans. Nous avons migré de l'approche pédagogique par objectif et nous sommes aujourd'hui, donc nous migrons vers l'approche pédagogique par les compétences. Ce qui veut dire que nous devons travailler progressivement à la réforme des programmes, sinon à la réforme des méthodes pédagogiques visant à transmettre les connaissances et les compétences aux jeunes apprenants. Il y a eu dans ce pays, il y a quelques mois peut-être, tout le débat sur l'obligation pour les candidats au bac technique et professionnel de passer le stage. À l'évidence, nous avons constaté que nombre de jeunes détenteurs des diplômes de l'enseignement technique et professionnel avaient la difficulté, une fois sur le terrain, d'exercer le métier pour lequel ils présentaient le diplôme. Peut-être qu'il y a trop de théories dans vos centres de formation. Effectivement, il y a eu trop de théories. Est-ce que c'est résolu? On parle de problèmes de laboratoire dans les lycées techniques, surtout dans les collèges. Le matériel. Non, voilà, ça aussi c'est une autre question. Mais pour finir la première chose, il y a trop de théories, c'est une évidence, parce que les méthodes pédagogiques de cette époque
était ouverte à plus de théorie qu'à plus de pratique. Est-ce que vous changez la donne Aujourd'hui, en passant de la méthode par objectif vers la méthode par les compétences, nous passons à plus de compétences, donc de pratique, et moins de théorie. Pour venir à votre question, vous pouvez me la rappeler. On parlait de laboratoire, de matériel. Voilà, c'est une réflexion. Les écoles sont équipées aujourd'hui. C'est une réflexion que nous organisons aujourd'hui pour ne pas donner de la place à une forme de congolo-pessimisme vis-à-vis ou en regardant l'enseignement technique et professionnel. Il est vrai, le gouvernement a fait des investissements importants. Je prends l'exemple de Brazzaville, où nous avons 2 lycées techniques industriels. Celui du 1er mai et celui du 5 février. Le gouvernement organise dans la mesure du possible des investissements. On prend un domaine particulier, l'électrotechnique. Nous avons des enfants que nous formons en électrotechnique. À 5 février et au 1er mai. Ces filières ont besoin d'ateliers. Nous avons un atelier au lycée technique du 1er mai et un autre atelier au lycée technique du 5 février. Dans l'organisation de la commande, le matériel reçu ne permet pas d'équiper équitablement les 2 lycées. Ça veut dire quoi? Au lycée technique du 5 février, il peut manquer tel matériel, tel appareil, qui existe au lycée technique du 1er mai. Et au lycée technique du 1er mai, il manque des appareils qui existent au lycée technique du 5 février. Pour quelqu'un qui vient faire le constat au lycée technique du 5 février, il va penser, et à juste titre, que le gouvernement n'a pas investi pour la meilleure formation des élèves du lycée technique du 5 février. La même chose et le même constat, il le ferait au lycée technique du 1er mai. Au milieu, on n'aurait pas atteint l'objectif. Mais la réflexion d'aujourd'hui est de regarder comment faire de telle sorte que ces lycées deviennent des lycées spécialisés. Ça veut dire, si je veux former dans l'électrotechnique, je dis, par exemple, électrotechnique, lycée du 5 février, génie civil, lycée du 1er mai. C'est-à-dire, tout le matériel acquis pour l'électrotechnique est amené au lycée technique du 5 février. Et l'enfant qui veut se former dans ce domaine devient élève du lycée du 5 février et celui qui veut faire génie civil devient élève du lycée du 1er mai. C'est une réflexion actuellement en maturation parce que le dernier conseil de l'enseignement technique et professionnel a porté sur le développement technique de l'enseignement technique et professionnel à l'horizon 2030. Et cette réflexion participe de ce développement pour ne pas faire ce qui peut être un saupoudrage. Je voudrais que vous nous aidiez à comprendre ce que moi je perçois comme une sorte de paradoxe. Vous avez les collèges, les lycées techniques qui ne sont pas encore équipés en matériel, mais vous avez construit quand même des centres dont des départements en réalité avant de régler les problèmes au niveau de la base, donc du collège et du lycée. Dans les villes, ça paraît comme être paradoxal. Aucune construction ne relèverait du paradoxe. Nous n'avons à ce jour, le gouvernement n'a à ce jour construit un établissement qui ne répondrait pas à la demande de la société. Parce que c'est ça le mal des Congolais. Le paradoxe, c'est dans l'équipement, monsieur le ministre. Oui, ce n'est pas un paradoxe. Vous avez des collèges et les lycées qui ne sont pas équipés, mais vous avez construit quand même des centres de formation. Lequel lycée ou collège? Tout à l'heure, on parlait de 5 février qui n'a pas tout le matériel. Le lycée technique aussi. À Poitiers-Bernard, certainement aussi. On n'a pas à Seine-Séverin. Non.
être suffisamment équipé oui, c'est ça. ne signifie pas ne pas être équipé. Parce que la nuance, il faut la tenir. Ce sont des établissements insuffisamment équipés, mais ce ne sont pas des établissements non équipés. C'est philosophique. Est-ce qu'à l'heure actuelle... Non, ce n'est pas philosophique, c'est bien plus philosophique, c'est logique. Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, on devait être suffisamment équipé ou pas? Puisque ça perdure, cette situation. À l'heure actuelle, on devait être suffisamment équipé ou bien... Mais on est mieux équipé que hier. À l'heure actuelle que à l'heure qui est passée. Et c'est un progrès. C'est ça, je veux indûment intégrer un débat qui est congolais, où les gens pensent que le gouvernement n'a pas fait assez d'efforts pour offrir aux Congolais ce qu'ils demandent à son gouvernement. Non, il faut pas faire comme ça. Parce que l'élément de comparaison, ce n'est pas l'autre. Le premier élément de comparaison, ce n'est pas l'autre. Monsieur le ministre... S'il vous plaît, Fortuna. Le premier élément de comparaison, c'est nous-mêmes. Nous partons d'un temps T1 ou T0, le temps initial. Nous progressons linéairement avec ce temps pour constater que au temps T plus 10, nous ne sommes plus au temps T0 parce que nous avons réalisé les progrès. Une fois que cela est compris et accepté, reconnu des Congolais que les efforts ont été faits, nous pouvons commencer la comparaison avec l'autre. Monsieur le ministre, les Congolais pensent plutôt que le gouvernement se tolère, se satisfait de l'insuffisance ou dans l'insuffisance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes dans l'autosatisfaction alors que le peuple qui devrait apprécier vos actions ou l'impact de vos actions n'est pas satisfait jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons de votre secteur. Peut-être qu'on va revenir, sur les questions de bilan. Monsieur le ministre, on va revenir sur les questions de bilan. Fortuna retient sa question, nous répondons. Oui, on va revenir sur les questions de bilan. Juste peut-être pour terminer là, vous avez construit, vous avez recruté les enseignants. Comment se fait la prise en charge de ces enseignants? Nombreux se plaignent qu'ils ne sont pas payés, qu'ils ne sont pas pris en charge. Comment ça se fait? Bon, je crois que ce débat... Il y a beaucoup de bruit. Ce bruit ne vient pas de l'enseignement technique et professionnel. Il y a une confusion certainement de l'opinion. Nous avons à l'enseignement technique et professionnel 4 types d'enseignants. Les enseignants fonctionnaires, les prestataires, les volontaires et les vacataires. Quelle est la nuance? L'enseignant fonctionnaire, il est recruté, il est payé par la solde, il est pris en charge par la solde. Vient les volontaires. Ce sont les jeunes diplômés recrutés par le ministère de l'enseignement technique et professionnel et affectés dans les établissements de l'enseignement technique et professionnel pour donner la connaissance et la compétence aux jeunes, et ils sont pris en charge par le projet volontariat de l'enseignement technique et professionnel dont les lignes budgétaires sont inscrites au budget de l'État. La troisième catégorie, ce sont les prestataires qui ne sont plus recrutés dans nos établissements depuis octobre 2021, parce que par note de service, j'avais mis fin au recrutement des prestataires. Mais que sont-ils? Il s'agit, dans cette approche générale dans le pays, des jeunes diplômés qui, profitant de leur présence dans certaines localités où il y a des établissements de l'enseignement technique et professionnel, se sont donné le devoir citoyen de donner la connaissance à certains jeunes dans les matières qui n'étaient pas enseignées. L'État, mis face à cette situation, a décidé
de leur affecter un statut de prestataire et ils sont progressivement en train d'être recrutés comme fonctionnaires de l'État. Pendant les prestations, ils sont payés? Ils sont payés à ce jour, pour les prestataires de l'enseignement technique et professionnel. La dernière bourse ou les derniers honoraires ont été payés en mars dernier. Et puis, il y a les vacataires. Il s'agit des fonctionnaires ou des porteurs de compétences qui nous aident à donner ou à transmettre ces compétences dans certains établissements professionnels de l'enseignement technique et professionnel. C'est le cas de l'ENMA, des écoles paramédicales et autres. Et c'est des fonctionnaires. Ceux-là sont payés par volume horaire réalisé. Et à ce jour, nous sommes en train d'organiser la paie du premier trimestre ou premier semestre de ces enseignants vacataires. Apparemment, tout se passe bien, mais d'où vient le bruit, les contestations de non-paiement? Arsène, le bruit vient certainement de l'ex-SWAPO, dans le DIMA aussi, puisqu'on pense qu'on dit, on apprend que les enseignants ne sont pas payés. Ça, c'est évident. À l'Institut de formation professionnelle de l'UDIMA, qui a un statut, enseignants sont devenus des commerçants qui a un statut particulier. Oui. Parce qu'il s'agit d'un établissement inter-État entre le Congo et la Namibie. Depuis quelques années, nos amis namibiens se sont retirés et ont retiré leurs apprenants. Nous travaillons à ce qu'ils reviennent et les volontés sont des deux côtés sont de telle sorte que les amis namibiens devraient vite revenir. Nous avons travaillé sur la question. Une délégation gouvernementale de la Namibie est venue pour constater les efforts qui ont été faits pour améliorer l'offre de formation à l'Institut de l'UDIMA. Mais il arrive. Le Congo n'a pas honoré ses engagements. Non, ce n'est pas que le Congo n'a pas honoré ses engagements. Il est arrivé pendant que ses frères namibiens et sœurs namibiennes étaient à l'UDIMA de constater qu'il y avait certaines faiblesses, oui. Je ne dis pas absence, mais faiblesses, dans la réalisation d'un certain nombre de choses qui, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, sont en train de se réaliser. Mais vient l'autre problème, c'est la prise en charge des enseignants et du personnel administratif. Oui. Et bien plus encore, des apprenants qui y sont. Parfois, les élèves eux-mêmes qui ont des difficultés pour se nourrir, c'est logé. Aujourd'hui, non, ils n'ont pas de difficultés de logement, pour se nourrir. Mais il y a des difficultés à se nourrir. Mais qu'est-ce que vous faites actuellement, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour améliorer cette situation? Concrètement, il s'agit, pour les enseignants, de faire de telle sorte que ces enseignants deviennent tous des fonctionnaires. Ça prendra du temps, ça. Non, mais on a un recrutement en cours qui est en train de se réaliser et qui est favorable à ces enseignants non fonctionnaires de l'Institut de l'UDIMA. Ça se réalise. Il y a, je crois, 2 jours, nous avons payé 2 mois de prise en charge aux enseignants non fonctionnaires. En attendant que le Trésor public, parce que la grande difficulté, elle est dans la disponibilité du financement de cet établissement. En attendant que le Trésor public mette à disposition de l'Institut de l'UDIMA les ressources financières nécessaires, le ministère, le cabinet du ministre, a fait de telle sorte que les enseignants non fonctionnaires, qui ont beaucoup plus de problèmes et souffrent beaucoup plus sur le terrain, aient 2 mois de bourse de prise en charge. Mais il y a la question des jeunes, de nos apprenants. La gestion même les enfants. Qui ont la difficulté à se nourrir au quotidien comme il faut. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler et on aurait dit la chance que nous sommes en train d'aller
vers la fin de l'année, il faut accompagner l'effort qui se fait aujourd'hui pour que l'année se termine et qu'elle se termine bien, pour que les vacances nous donnent la possibilité de mieux réorganiser la prise en charge des jeunes apprenants, particulièrement de leur nutrition, parce qu'il faut avouer, on ne peut pas se voiler la face, qu'il y a la difficulté aujourd'hui à nourrir ces jeunes apprenants. Mais l'État travaille et fait l'effort tous les jours pour que la situation ne soit pas dégradée. Et, monsieur le ministre, les difficultés dont vous faites état, est-ce que ces difficultés sont dues au fait que le gouvernement lui-même traverse, ou le pays traverse la crise, une crise économique et financière, ou l'ex-SWAPO n'est pas vraiment dans vos priorités? Non, au contraire. Elle est même dans la priorité du président de la République. Parce que oui, parmi les objectifs que nous devrions atteindre ou que nous devons atteindre pour ce quinquennat, il y avait le devoir de redonner à l'école de l'Oudjima, à l'Institut de l'Oudjima, sa dimension internationale ou son caractère interétatique. Jusque-là, il vous reste il y a eu quelques difficultés. Il vous laisse peut-être une année scolaire, oui, on n'est pas sorti. Il y a eu quelques difficultés, mais on aurait avancé. Il y a eu quelques difficultés qui ne pouvaient pas nous faire avancer. La première difficulté, c'est les infrastructures qu'il fallait améliorer. Nous avons commencé à améliorer. La partie namibienne, jusqu'au niveau gouvernemental, a organisé une mission ici et a affirmé sa volonté de revenir. Pendant qu'on n'a pas réglé ce préalable, appelez nos frères et sœurs namibiens. Non, ils viendront trouver les faiblesses des enfants, nourris, mais il faut donc travailler à faire cela. Et nous pensons que la rentrée, avec les vacances, à la rentrée prochaine, on aurait pris le bon cap. Monsieur le ministre, il ne reste pas plus assez de temps. On va aller vers la fin de cette émission. Nous savons que vous êtes depuis un certain moment membre du Parti congolais du travail. Vous êtes élu dans votre contrée. On dit souvent que dans la Sangha, le PCT est accepté malgré la population. Vous êtes leader politique là-bas, vous forcez le PCT. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup. Bon, je ne suis pas nouveau au Parti congolais du travail. Mon adhésion au Parti congolais du travail date du 5 mai 1993. Je venais d'avoir mes 18 ans. Et personne. Ce serait une mauvaise analyse de penser que le PCT force sa présence dans le département de la Sangha. Parce que même dans les temps les plus critiques de la vie du Parti congolais du travail, avec l'ouverture démocratique, où certains turiféraires pensaient que c'était la fin du Parti congolais du travail, ce parti a toujours été la principale force politique du département de la Sangha. Parce qu'en 92, sur les 4 députés de la Sangha, 2 étaient du Parti congolais du travail. Je parle de 92. 2 étaient du Parti congolais du travail. Et le Parti congolais du travail était majoritaire dans tous les conseils locaux dans le département de la Sangha. Je parle de 92. Après 92, est venu 2002. Et depuis 2002, c'est l'hégémonie. Le Parti congolais du travail est, je n'aurais pas dit l'unique force dans un système démocratique, la principale force du Parti congolais du travail. Mais est arrivé, dans la présence du Parti congolais du travail, un hiatus. Un hiatus porté par celui qui vous parle.
Parce que, en désaccord avec le système de désignation des candidats à différentes élections dans le Parti congolais du travail, j'avais pris position et j'ai participé à une élection contre le Parti congolais du travail, mon parti, et je n'étais pas le seul à travers le pays à faire comme ça. Le Parti congolais du travail a perdu une partie de sa force. C'est un élément que nous devons indiquer, qui n'est pas faux parce qu'il est vrai. Mais aujourd'hui, le Parti congolais du travail, ayant repris toutes ses forces, ou tous ses cadres, est la principale force avec une tendance fortement dominante du département de la santé. Monsieur le ministre, si vous ne reconnaissez pas que le parti force sa présence, mais vous pouvez reconnaître que le parti a déçu quand même des jeunes dans la Sangha. Parti au pouvoir depuis plusieurs années, la Sangha aujourd'hui à l'image de tous les départements encore pauvres, les jeunes qui manquent du travail, les cadres qui vont mener campagne là-bas au nom du parti. Et la Sangha est à 100% au PCT aujourd'hui dans les institutions. Mais les jeunes se plaignent tout le temps de la précarité. Est-ce que vous reconnaissez quand même que le PCT a déçu les attentes des jeunes de la Sangha? Merci Bruni pour cette question. Faites l'observation de tous les départements du pays. Faites l'observation. Mais vous constaterez que le département de la Sangha, pour parler politiquement, est le département où la promotion des jeunes, ou, pour ne pas parler de jeunes, mais de nouveaux cadres, est plus importante que les autres départements. Plus que le Kouilou, plus que les autres. Je prends quelques exemples. Vous avez aujourd'hui... Vous qui êtes ministre... Vous avez aujourd'hui... Vous avez eu un nouveau préfet... Le plus jeune président du conseil municipal ou des conseils municipaux et départementaux, c'est le maire de Ouisso. Le plus jeune préfet du Congo, il est originaire du département de la Sangha. Le ministre de l'enseignement technique également et professionnel. Bon, le ministre de l'enseignement technique qui vous parle est parmi les plus jeunes ministres du gouvernement. On n'aurait pas déçu la. Mais est-ce que c'est ça, le bilan? Je viens au 2026. Je viens au bilan. C'est ça que vous irez dire dans la Sangha là-bas. Je viens à la réponse à Fortuna. Ça veut dire quoi? Par la présence symbolique la jeunesse. De la jeunesse. Je n'ai pas parlé du président de la commission de Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, Henri Zoniaba, qui est parmi les plus jeunes, président des commissions. Cette présence symbolique est une assurance pour les jeunes de la Sangha qui s'engagent en politique. Pour dire, les voies ne nous sont pas fermées, il est possible que, comme les autres, on occupe les fonctions de responsabilité. Maintenant, dans l'organisation du développement local, la Sangha ne se plaindrait pas comme les autres départements du pays. Nous avons eu, nous, dans le département de la Sangha, l'une des municipalisations structurantes du développement national. La route Brazzaville-Ouesso. La route Brazzaville-Ouesso, celle vers la Likwala et Ifondo est en train de se construire. La route Ketan-Tam, l'électricité, oui. L'eau. Et aujourd'hui, le pont... Le pont sur la Sangha va se réaliser. Nous avons, vous avez parlé de stade, nous avons des stades. Un aéroport de classe presque internationale. Et il est balisé. Les avions peuvent atterrir même de nuit. Vous pouvez séduire, vous pouvez séduire la jeunesse de la Sangha avec ce bilan. Attends, le gouvernement a structuré le développement. Comme dans une économie de type libéral,
Aujourd'hui, un aéroport balisé existe à Ouessou. C'est sans avion. C'est les compagnies aériennes qui devraient organiser le transport pour viabiliser cet aéroport. J'arrive. Nous avons une route de Keta à Ntam. Et je le dis ici parce que je l'ai toujours dit aux jeunes de la Sangha. Nous pouvons partir Frontière Cameroun, oui. de Ouessou jusqu'à Ntam sans trouver un atelier de vulcanisation sur près de 700-800 kilomètres organisé par les jeunes de la Sangha. Il y a ce comportement vers le fonctionnariat qui habite nos jeunes. Mais ils ont la chance d'avoir un ministre chargé de la formation professionnelle. Vous pouvez les encadrer. Mais c'est pourquoi nous organisons. Non, aujourd'hui. C'est beaucoup plus les étrangers qui tiennent des petits restaurants. Évidemment. C'est pourquoi nous sommes en train d'amener l'offre de formation dans les différentes localités du Congo pour que ces jeunes aient la formation. Mais pour quelle entreprise? Je n'ai pas envie de revenir sur ce qu'on a déjà abordé, l'école, mais vous formez à Soinké, mais pour quelle entreprise? Parce qu'à Ouessou, les entreprises devraient aussi être créées par nous-mêmes. Si un jeune formé à l'école des mines de Soinké, parmi les compétences à acquérir, il y a la gestion des entreprises, la formation des entreprises, la gestion des projets. Organise son projet sur l'exploitation de l'or, par exemple, à Soinké. Vous savez bien il va recruter parmi en tant que gouvernement, vous aurez préféré donner le permis à un exploitant chinois. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des permis d'exploitation. Vous aurez préféré ça. Beaucoup de Congolais ont des permis d'exploitation dans ce pays. 2026, c'est pour demain. Vous y allez avec quel bilan pour la Sangha 2026? Pour la Sangha? Oui. Puisque vous êtes. Vous serez certainement les leaders là-bas, directeurs de campagne et tout. Vous allez avec quel bilan? Le bon bilan. Le bon bilan. Lequel? Le bilan de satisfaction. Si je parle de l'enseignement technique et professionnel, dans le département de la Sangha, nous avons autour de 3 ou 4 nouveaux établissements de l'enseignement technique et professionnel. À Soinké, à Sembe, à Mokeko. Il s'agit de 4 nouveaux établissements. Ça crée de l'emploi en dehors de... Non, puisque mais ça créera de l'emploi. Ça ne crée pas de l'emploi pour eux, puisque les jeunes sont dans la vulcanisation, comme le ministre a dit. Non, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple banal pour un jeune qui a l'électricité, qui a l'eau, qui a les voies pour écouler sa production. Vous ne constatez pas que il est déjà avancé, mais Lénine, le grand révolutionnaire, avait dit la condition principale de la révolution, c'est l'électricité et les voies. Aujourd'hui, ils ont les voies. Ils peuvent, pour ceux qui veulent, par exemple, faire la production agricole, amener la marchandise vers Brazzaville et couler. C'est une prise en charge. Et aujourd'hui, le type d'économie libérale où l'individu lui-même est porté à organiser les conditions de développement. Dans ce temps, le PCT se comporte comme toujours le parti d'État. Jamais le PCT ne s'est comporté comme le parti État. Moi, je suis au gouvernement, je n'ai jamais vu, au cours d'un conseil de ministres, la devise du PCT scandée. Mais il est vrai, dans un système concurrentiel, que nous, en position de pouvoir, nous travaillons à ne pas permettre à d'autres forces de reprendre le pouvoir. Et c'est totalement logique. Personne n'organiserait son départ du pouvoir pour permettre à une autre force par tous les moyens, dans un jeu concurrentiel. Vous vous accrochez par tous les moyens. Non, ce n'est pas par tous les moyens, c'est par les moyens démocratiques. Vous savez, on va vous dire une chose. Dans une démocratie, on peut être contre la démocratie dans une démocratie,
Mais on ne dira son déni de la démocratie qu'en utilisant les moyens démocratiques dans une démocratie. Et aujourd'hui, le Parti congolais du travail, qui est le parti facilitateur de la démocratie congolaise, ne peut pas, et aucunement pas, travailler à mettre en œuvre des moyens antidémocratiques pour rester au pouvoir. Après avoir englouti l'opposition, parfois prise dans votre propre poche, l'opposition, vous les nommez ministres, vous leur donnez des faveurs et tout. Après, l'opposition ce n'est pas la première fois. Disparaît aussi. Ce n'est pas la première fois. Je vais vous dire, et il faut rappeler l'histoire, parce que les Congolais pensent que tout a commencé maintenant. Tout a commencé maintenant. Entre 1992 et 1997, le Parti congolais du travail était un parti d'opposition. OK? Il y a eu dans ce pays des cadres du Parti congolais du travail nommés au gouvernement ou à certaines fonctions du pouvoir de cette époque. Les uns ont fini par adhérer au parti au pouvoir de l'époque, d'autres ont gardé leur appartenance au Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail ne répond pas du comportement de certains cadres politiques promus par lui à certaines fonctions appartenant à des partis d'opposition qui après décident d'appartenir au Parti congolais du travail. Pour nous, nous sommes heureux que des cadres viennent à nous. C'est l'objectif, en fait. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'appeler ces cadres à travailler pour le développement national. Mais s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas, pendant que c'est le PCT qui est au pouvoir, réaliser le programme de société du Parti congolais du travail en étant dans un parti autre que le Parti congolais du travail et viennent au Parti congolais du travail, nous sommes des plus heureux. Et nous ne répondons pas de ce passage de l'autre parti à notre parti. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Peut-être un mot sur la campagne des examens 2025. Les enfants qui s'apprêtent déjà, et puis à quel niveau vous êtes, et puis comment vous entrevoyez les choses d'ici juin. Merci beaucoup. Nous sommes à 2 semaines du lancement des examens d'État 2025. Parce que le 6 mai auront lieu les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. Je crois, comme il y a quelques années, bon, comme depuis quelques années, les services chargés d'organiser les examens d'État sont à pied d'œuvre. Nous pensons que ces examens s'organiseront mieux que ceux de l'année dernière parce que des faiblesses constatées sont en train d'être corrigées et nous rassurons les candidats et les parents que les conditions sont là. Et pour ces examens, il faut préciser, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et le ministère de l'enseignement technique et professionnel sont en train de travailler pour mettre fin à une habitude qui s'est installée dans le pays. La fraude. Où les candidats, oui, c'est un élément de fraude, où les candidats passent à la fois le bac technique et le bac général. Comment un élève de la classe terminale peut au même moment suivre les enseignements de philosophie en terminale A et de comptabilité en terminale G. Et pour les candidats libres, c'est possible. Même pour les candidats libres, nous excluons cette possibilité de passer 2 bacs parce que ça ouvre à la tricherie. À partir de cette année, ça sera une norme, personne ne passera 2 bacs.
Voilà, merci Monsieur le ministre. Donc ce message aux candidats au bac est pris donc comme le mot de la fin. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette tribune spéciale consacrée à l'enseignement technique et professionnel. Je vous rappelle que nous recevions Monsieur Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, il est ministre de l'enseignement technique et professionnel. Donc avec lui, nous avons fait le tour de la question. Je rappelle aussi qu'il est professeur, enseignant-chercheur de philosophie à l'université Marien-Ngouabi. Merci et à la prochaine occasion.